Eh bien bonjour, donc je vais vous présenter aujourd'hui les aspects légaux de la recherche médicale. Donc vous savez qu'à l'IHU, vous savez qu'on fait beaucoup de choses et en particulier de la recherche clinique. Et du coup, je vais vous présenter donc les aspects légaux en fait, en essayant d'être un peu simple, hein, parce qu'évidemment, ça demande un peu d'investissement si vous êtes vraiment impliqué. Mais je vais essayer d'essayer de vous faire comprendre un peu l'esprit de la loi tel que je le vois, parce que donc moi c'est vrai que je suis obligé de me confronter à cette loi régulièrement, puisque je suis président d'un CPP, c'est-à-dire un comité de protection des personnes. Donc j'évalue le côté éthique, si vous voulez, de la recherche médicale. Et donc à ce titre-là, évidemment, j'ai été obligé, bien sûr, de me pencher sur cette loi. Alors déjà pour vous situer le problème, donc il y a plusieurs acteurs qui interviennent dans les essais cliniques, hein, puisque c'est ça en fait principalement la recherche médicale, même si c'est pas uniquement les essais cliniques. Mais d'abord il y a le promoteur, hein, donc c'est la personne qui est à l'origine de la recherche et notamment qui en endossera aussi la responsabilité en termes légaux. L'investigateur, c'est la personne qui dirige de manière pratique la recherche. Alors, souvent c'est des médecins, hein, mais c'est pas toujours des médecins. Ça dépend l'objet de la recherche en fait. Donc c'est lui qui est vraiment auprès du patient, si c'est des patients ou des volontaires sains, c'est lui qui va donc être à leur contact, les recruter et les suivre au cours du protocole. Ensuite, il y a le patient ou le volontaire sain, donc ce sont normalement tous des volontaires, hein. Il faut bien sûr avoir l'accord des patients, on ne peut pas faire de la recherche si les gens ne sont pas d'accord. Il peut être patient, c'est-à-dire malade, hein, donc dans ce cas-là, évidemment, on va le traiter, ou sain. Et évidemment, dans certaines phases précoces cliniques, hein, en général, on prend des volontaires sains pour étudier la toxicité, notamment des médicaments. Et puis les autres acteurs des essais cliniques, ce sont les autorités, donc avec principalement la NSM, l'Agence nationale de la sécurité des médicaments, qui est, on va dire, un peu la police, hein, de tout ce qui concerne la thérapeutique, en gros, et la DGS, en Direction générale de la santé, hein, qui est le ministère, en fait, si vous voulez. Voilà, donc ça c'est schématisé avec les interactions entre les principaux acteurs. Donc, vous avez évidemment les autorités de santé qui sont en haut, le promoteur qui peut être institutionnel, c'est-à-dire en général un CHU, ou industriel bien sûr, donc l'industrie pharmaceutique, ou des gens qui font des dispositifs médicaux, hein, donc du matériel, notamment des prothèses, etc. Maintenant il y a aussi beaucoup d'études avec des matériels connectés, hein, c'est la nouvelle technologie. Après donc il y a l'investigateur, entre les deux souvent il y a le directeur d'hôpital qui intervient, et sinon, l'investigateur délègue souvent, et d'ailleurs le promoteur aussi délègue à des ARC, des assistants de recherche clinique, qui vont monitorer, comme on dit, suivre en réalité le déroulement de la recherche. Et tout ça se fait quand il y a du médicament, en tout cas, avec les pharmaciens hospitaliers. Et bien sûr, le sujet qui se prête à la recherche, qui est donc en lien direct avec l'investigateur et bien sûr qui reçoit le traitement. Les ARC et tout ça n'interviennent qu'au niveau des dossiers cliniques, ne sont pas censés voir les patients, par exemple. Alors, la loi Jardé, elle date de 2012, mais elle a été mise en application en 2016, hein, donc il faut toujours un peu de temps. Donc le décret d'application date de novembre 2016, et ça définit 3 types de recherches différentes. Donc la recherche interventionnelle, c'est le type 1. Donc ce qu'on avait l'habitude d'appeler les essais cliniques ou les essais thérapeutiques, souvent, sont dans cette catégorie-là. Le type 2, c'est des recherches à risque et contraintes minimes, et le type 3, c'est des recherches non interventionnelles. Donc je précise déjà à ce stade-là, hein, que recherche sur la personne humaine, RIPH, donc ça n'inclut pas les recherches sur les données. Donc si vous avez des databases, comme on dit maintenant, des bases de données, des collections biologiques, des banques d'images, tout ça, ce ne sont pas des personnes. Donc les recherches dans ce champ-là ne sont pas concernées par la loi Jardé. Alors, quels sont les points communs aux 3 catégories, hein, dans les 3 catégories, eh bien, il y a un promoteur qui est responsable de la gestion réglementaire et financière de la recherche. Alors, on verra que peut-être il y a des promoteurs qui peuvent être différents selon les catégories, mais il y a toujours un promoteur. Il faut toutes les 3 catégories doivent obtenir un avis favorable d'un CPP, d'un comité de protection des personnes. Et l'investigateur, donc, sa définition a été étendue. Avant, c'était forcément un médecin.
puisqu'il avait en charge des patients. En réalité, maintenant, s'il y a de la recherche en odontologie, en soins infirmiers, en massokinésithérapie, ça peut être quelqu'un qui est compétent. Et donc le CPP, lui, est chargé de valider en quelque sorte la qualification de la personne dans le domaine qui concerne la recherche. D'accord ? Évidemment, si on met un dentiste pour une recherche en soins infirmiers, peut-être on ne sera pas d'accord. Vous voyez ce que je veux dire ? Mais si c'est quelqu'un qui a un diplôme d'infirmier, pourquoi pas pour des recherches d'infirmiers ou un massokinésithérapeute pour de la kiné. Alors, donc les recherches non interventionnelles rétrospectives ne sont pas non plus incluses dans la loi Jardé parce qu'elles ne portent pas sur des personnes, mais elles portent sur des données, d'accord ? Et alors ces données, ça peut être des données de santé, donc soit des dossiers bien sûr, ou des collections biologiques. Donc dans ce cadre de recherche, qu'on fait beaucoup d'ailleurs à l'IHU, c'est normal, par l'interaction clinico-biologique qu'on a dans cet institut. Donc il faut dans ce cas-là avoir une autorisation de la CNIL et un avis du CEREES, Comité d'expertise pour les recherches, études et évaluations dans le domaine de la santé. Donc il faut effectivement saisir ces deux organismes, en sachant que pour la CNIL, souvent on a des MR, c'est-à-dire méthodologies de référence qui sont appliquées à certains types de recherches qu'on peut utiliser de manière assez simple, mais le tout c'est de s'y conformer effectivement. Donc il faut bien, enfin c'est pas simplement juste de dire qu'on fait la déclaration. Quand on s'inscrit comme ça, on inscrit une recherche sur le site de la CNIL, il faut bien lire ce que ça implique en termes notamment d'anonymisation des données, etc. et de sécurité des données. Donc dans ces cadres-là, l'information individuelle du participant se fait via le dossier d'admission du participant, donc c'est notamment par exemple les thèses sur dossier, etc. On considère qu'il n'y a pas besoin de plus d'informations. Et je vous rappelle encore une fois qu'il n'y a pas besoin de CPP puisque ce n'est pas une recherche sur les personnes humaines. Pour les recherches de type 1, c'est les recherches peut-être qui vous viennent le plus souvent à l'esprit, c'est l'essai thérapeutique, on compare un traitement contre un placebo ou un autre traitement de référence. Mais ça inclut aussi d'autres dispositifs, notamment les dispositifs médicaux de type prothèse et autres dispositifs connectés dont j'ai un petit peu parlé dans l'introduction. Les denrées alimentaires aussi peuvent faire partie de ce type de recherche. Et voilà, il faut savoir que pour l'instant, donc cette recherche qui porte sur les médicaments est inclue dans la loi Jardé dans les catégories 1. Ensuite, à partir jusqu'au début de l'année prochaine, en réalité, je ne sais pas quand exactement, mais enfin, va s'appliquer une loi européenne. Donc il y aura une loi qui va, entre guillemets, chapeauter ça et qui sera dirigée spécialement pour les essais thérapeutiques, donc sur les médicaments. Voilà. Sinon, depuis le 26 mai 2021, vous voyez que c'est assez récent. Donc tous les projets de recherche visant à évaluer un dispositif médical ou un dispositif utilisé à des fins non médicales sont encadrés par un règlement européen relatifs à ces dispositifs et donc sont nommés investigations cliniques dans ce cadre-là. Bon, c'est du, comment s'y dirais-je, c'est du vocabulaire, mais en tout cas, ça veut dire qu'on les considère comme des types catégories recherche RIPH, donc recherche impliquant la personne humaine de type 1. Donc là, je redis un peu ce que j'ai dit sur le médicament. Donc la loi Jardé s'applique actuellement, elle ne s'appliquera plus en début d'année prochaine, puisqu'on va passer sous une directive européenne. Et ce qui va être mis en place, donc ça c'est pas encore en cours, mais ce qui est prévu, donc c'est qu'il y ait deux parties dans l'évaluation des protocoles de recherche. La première partie qui est scientifique, qui sera menée sous la responsabilité de la NSM, c'est elle qui va rendre un avis scientifique sur que la méthodologie est adéquate pour répondre à la question posée en tout cas. Les CPP normalement n'ont pas, enfin ils peuvent regarder la partie méthodologique, ils peuvent intervenir s'ils estiment qu'il y a quelque chose de non éthique dans le design par exemple de l'étude, mais la NSM n'est pas obligée à ce jour de transmettre les remarques du CPP concernant cette partie-là. C'est ce qui est prévu en tout cas par la loi. Et la deuxième partie qui est purement éthique, je dirais, qui donc va principalement s'adresser à la notice d'information du patient, donc qui sera évaluée par les CPP, qui vont faire remonter leurs conclusions à la NSM. Et la NSM, à la fin, délivre une autorisation pour la recherche qui est valable pour toute l'Europe en réalité. Donc la première partie donc scientifique vaut pour toute l'Europe, enfin tous les pays européens qui sont concernés par la recherche. Évidemment, le protocole il n'est pas obligé de se dérouler dans tous les pays d'Europe, mais tous les pays européens qui seront inclus. Donc il y aura un avis qui sera valable pour tous les pays.
En revanche, la partie éthique, elle est nationale, c'est-à-dire que l'avis du CPP français vaudra pour la France, et éventuellement les comités d'éthique allemands ou je sais pas quoi pourront donner leur avis qui seront pris en compte éventuellement pour le déroulement des recherches dans le pays concerné. Voilà. Et donc on impose aussi au CPP et à la NSM des délais de rendu d'avis parce que tout le monde est pressé et donc il faut effectivement tenir des avis, donc il faut que ce soit rendu en 3 mois maximum et effectivement comme c'est prévu maintenant, s'il y a un refus par le CPP ou par la NSM, le promoteur peut demander un réexamen en modifiant un peu le projet. Pour les types 2, donc ce sont des recherches de type minime. Donc il y a un arrêté, le 18, qui a été publié le 18 avril 2018. Donc ça peut inclure des produits de santé ou des actes peu invasifs, prélèvement veineux, écouvillon, imagerie non invasif. Le caractère minime du risque, c'est apprécié évidemment au regard du contexte du participant à la recherche. Par exemple, on fait bien sûr très attention à des personnes qui sont privées de liberté ou qui sont sous curatelle ou sous tutelle. Ou bien sûr, évidemment, quelque chose qui sera peut-être bénin pour un adulte ne sera pas du tout bénin pour un nouveau-né ou un prématuré ou une personne très âgée en réalité. Donc il y a un aspect global de la recherche qu'il faut considérer. Donc je dirais c'est un peu du bon sens, mais c'est très important. Pour les recherches du type 3 qui sont, elles, non interventionnelles, donc normalement ce serait quelque chose qui est strictement, comme on disait avant, le soin courant, c'est-à-dire que en fait on ne fait rien de plus au patient que ce qu'on aurait fait habituellement quand il vient vous voir pour des soins particuliers. Et donc la recherche n'entraîne pas de prélèvements, de manipulations autres, enfin qui ne sont pas dictées par la simple prise en charge, c'est-à-dire le diagnostic et la thérapeutique du patient et le suivi éventuellement de la thérapeutique. Bon, en réalité, il y a un arrêté du 12 avril 2012 qui permet de faire quelques contraintes très minimes, hein. Ça veut dire quand il y a une prise de sang, on peut prélever un volume de sang supplémentaire. Tout ça c'est codifié dans la loi, hein. Il faut vous référer à l'arrêté. Vous savez que pour chaque âge, on a un volume de sang qui est donné, mais qu'on ne doit pas dépasser. Sinon, si on dépasse ce volume de sang, par exemple, on passera en catégorie 2, hein, donc dans un risque minime. Bien sûr, dans certains cas, on autorise aussi des questionnaires quand ils sont pas trop invasifs entre guillemets psychologiquement, pas trop longs non plus. Et voilà, donc ça donc il y a quand même, on peut faire quand même quelque chose. Les ECG, même les électromyogrammes qui sont quand même pas très sympathiques pour les patients sont admis dans ce type de catégorie. Donc il faut bien lire la loi en réalité. Et donc il y a des possibilités il y a pas mal de possibilités finalement dans ce type de recherche. Donc évidemment, ça s'apprécie en termes global, hein, par rapport au sujet concerné par la recherche. Et ce qu'il faut dire, c'est que bientôt, ce ne seront plus les CPP qui donneront l'autorisation, ce seront des comités d'éthique qui seront, semble-t-il, mis en place au niveau des CHU. Bon, pour l'instant, je n'ai pas eu de nouvelles précises sur où est-ce qu'on en est, mais c'était prévu que courant 2022, eh bien, ça sorte du champ des CPP, mais il faut quand même un avis éthique, hein, qui sera donné par d'autres personnes. Le motif de l'enlever au CPP, c'est qu'ils ont déjà passé trop de travail et ils n'arrivent pas à tenir les délais pour les médicaments, donc on priorise les médicaments. Voilà, alors là ça vous récapitule un peu tout ce que je viens de vous dire, hein. Donc il y a toujours un promoteur, quelle que soit la catégorie de RIPH. Le CPP, oui, bien sûr. La NSM, elle est obligatoire, donc il faut vraiment, il y a un examen qui est fait dans les catégories 1, donc invasif, médicaments notamment, mais même dispositif médical, c'est évalué par les NSM. Pour les autres catégories, non, on signale juste qu'on fait la recherche, donc en fait ça revient à s'inscrire sur un site internet et avoir un numéro de recherche, mais pas plus. Et la CNIL, donc en général, il y a des méthodologies de référence qui existent et qu'on peut utiliser pour ce type de recherche. Après, s'il y a des particularités dans les protocoles, on est dans ce cas obligé de saisir directement la CNIL pour un aspect particulier du protocole, mais en général, ces méthodologies de référence s'appliquent bien à ce qu'on fait en recherche médicale. Ce qui est important aussi au niveau, notamment pour le promoteur, parce que c'est lui qui doit prendre l'assurance, hein, pour s'il y a un problème, un accident, hein, chez les patients qui sont inclus dans la recherche, eh bien il faut une assurance pour les deux premières catégories, catégorie 1 et catégorie 2. L'assurance n'est pas obligatoire pour la catégorie 3 parce qu'on considère qu'il n'y a en réalité pas de risque à participer à la recherche. Voilà. Et donc il n'y a pas de risque à assurer.
Voilà, donc qu'est-ce que je voulais dire? Oui, concernant l'information et le consentement, donc c'est important que pour les catégories 1, que ce soit médicaments, dispositifs médicaux, etc., même études nutritionnelles, comme je l'ai dit, que ça peut arriver, mais si c'est une catégorie 1, obligatoirement, il faut une information, bon, qui est toujours libre et éclairé, enfin le recueil d'un consentement libre et éclairé, mais il faut que ce soit absolument, obligatoirement notifié par écrit. Hein, donc il faut qu'il y ait une trace écrite de ce consentement. Évidemment, quand ça s'adresse à des petits enfants, ça va être les représentants légaux qui vont signer, mais il faut qu'il y ait une trace écrite. Pour les autres, en réalité, c'est plus, il faut être capable de montrer, de prouver en fait qu'on a informé les patients, c'est ça qui est important. Hein, donc il faut, alors bien sûr, il faut quand même il faut toujours les informer, il faut obtenir leur consentement, mais en réalité, on n'est pas légalement obligé de prendre une trace écrite. Ceci dit, en pratique, quand les promoteurs nous demandent, nous posent la question comment gérer ce problème-là, on leur dit que le plus simple, c'est quand même de prendre quelque chose d'écrit, parce que comment convaincre un jury ou quelqu'un qu'on a vraiment expliquer s'il y a un problème avec un des participants à la recherche, alors que quand on a une trace écrite, bon, ça n'enlève pas du tout la responsabilité, mais au moins c'est une trace écrite qu'on l'a faite, quoi. Voilà, donc on le conseille, mais ce n'est pas obligatoire. Voilà, qu'est-ce que je voulais dire d'autre en plus? Voilà, et donc pour les mineurs, donc normalement c'est le représentant légal, un seul suffit, hein, donc c'est mieux s'il y a les deux parents, par exemple, enfin vous les deux représentants légaux, mais un suffit en réalité, notamment quand les besoins du protocole font que c'est compliqué d'avoir les deux parents en même temps. Voilà, et pour les RIPH de type 3, donc c'est de la non-opposition, c'est différent du consentement, hein, donc il faut quand même informer les gens, mais il faut surtout qu'ils déclarent ne pas s'opposer. À partir du moment où ils ne s'opposent pas, on peut mener cette recherche chez eux. Voilà. Et donc il faut recueillir la non-opposition, là aussi on est toujours dans le même problème, hein, c'est pas par écrit obligatoirement, mais finalement c'est plus sûr si on peut le faire par écrit. Ou alors, il faut être sûr qu'on a bien informé les patients, donc on peut mettre aussi des stratégies institutionnelles, comme on essaye de faire à l'IHU, pour être certain que tous les patients qui passent dans un service donné, par exemple, sont bien informés qui sont inclus dans une recherche. Voilà, donc je ne vais pas reprendre ça, surtout que l'image n'est pas très belle, mais j'ai mis deux diapos à la fin pour récapituler un peu tout ce que je vous ai dit cette fois-ci. Comme ça, vous pouvez vous y référer, éventuellement si le diaporama est en ligne ou si vous avez accès au diaporama. Et en gros, ça récapitule, donc c'est pas très lisible sur l'écran, mais pour vous, ça vous permettra de vous situer dans quel type de recherche en fonction de vos questions. Et puis après, sinon, vous savez que je peux toujours répondre à vos questions et on peut en discuter ensemble. Voilà, je vous remercie.